Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eco-Business, votre magazine hebdomadaire consacré au décryptage des dynamiques économiques à travers le triangle national, l'Afrique, voire le monde. Au menu de cette édition, la revue des performances du secteur bancaire au Cameroun. Des chiffres relatifs au volume des crédits octroyés au premier trimestre 2020 témoignent d'une nette hausse et conséquemment d'une contribution plus significative à l'économie. Au-delà des chiffres officiels publiés par la Banque des États de l'Afrique centrale, nous questionnons ce soir la portée et la pertinence du financement bancaire dans la croissance globale ou sectorielle au Cameroun. Une réflexion qui sera menée par un panel de choix des économistes, des personnes aguerries aux questions de financement. Je m'en vais introduire le premier, ils seront deux ce soir. Joseph-Marie Elundu, économiste consultant. Bonsoir à vous et bienvenue chez Eco-Business. Bonsoir et merci pour l'invitation. Juste à côté de vous, Ismaël Djambou, chercheur, analyste, mais banquier au quotidien. On va taire le nom de votre institution. Bonsoir à vous, Ismaël. Bonsoir Serge et merci de m'avoir invité à cette émission qui davantage devient regardée que ce soit au Cameroun et bien même en Afrique. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous disent que voilà, au fur et à mesure, l'auditoire et même le public devient de plus en plus nombreux. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder la thématique centrale consacrée à la contribution du secteur bancaire dans la croissance de l'économie camerounaise, je vous invite à faire un tour d'horizon de quelques-unes, un bref tour d'horizon de quelques-unes consacré à l'économie camerounaise de ce début de semaine. Et on va commencer par le bi-hebdomadaire Eco-Matin du lundi 24 août. Deux sujets majeurs à la une. Espérons que la régie sera en symbiose avec nous, qu'on puisse avoir la une à l'écran. Merci. Deux sujets majeurs à la une d'Eco-Matin de ce 24 août. Les banques de la zone CEMAC pessimiste sur les perspectives à long terme, une psychose qui induit une hausse de 10 points de base sur les intérêts exigés par les établissements de crédit sur les emprunts publics. C'est une actualité à lire en page 3 de cette édition d'Eco-Matin. Deuxième sujet majeur nous amène du côté du port de Kribi et les affaires qui reprennent avec l'Asie. Préalablement suspendue pour manque de rentabilité, la ligne directe Asie-Afrique a été rouverte le 17 août dernier. Les pays de l'intérieur comme le Tchad et la République centrafricaine pourront désormais bénéficier des conditions de transit avantageuses. On va prendre celle de expression économique de ce mardi 25 août et un chiffre 2698 milliards, c'est le montant global des décaissements destinés aux projets à financement extérieur pour le triennat 2021-2023, chiffre dégagé à l'issue des conférences élargies de programmation et des performances tenues à Yaoundé du 17 au 24 août. Autre actualité, toujours à la une d'expression économique de ce mardi 25 août, une double contre-performance. D'abord celle
de la Banque camerounaise des PME qui perd 5 milliards. Rappelons que la Banque camerounaise des PME fera également l'objet de nos analyses au cours de cette émission. Mais une autre contre-performance, c'est ce déficit de 2 milliards de l'Agence de régulation du secteur des télécommunications. Troisième parution, c'est cette semaine qui nous intéresse toujours, Ecomatin du mercredi 26 août, qui évoque la facture salée au lendemain des inondations dans la capitale économique Douala, secteur productif, formel, secteur informel. De nombreuses populations de la cité capitale économique, parmi les plus précaires, ont perdu les moyens de subsistance et beaucoup d'activités se retrouvent comme ça noyées dans les eaux. Actualité à lire en pages 6 et 7. On termine ce tour d'horizon de la presse économique par Essingan qui parle de Gabéji de 7 milliards en rapport avec le CJPES 2, un nouvel appel d'offres du MINFOPRA devant aboutir à la sélection d'un prestataire pour la réalisation de ce système informatique de gestion du personnel de l'État qui aurait dû être livré depuis 2014. Fin de cette brève revue de l'actualité économique de ce début de semaine. Je vais avec vous, avant d'aborder la thématique centrale, on va comme ça jeter un clin d'œil sur un ou deux titres. Je commence avec vous, Joseph-Marie Elundu. Actualité évoquée par Ecomatin, la facture salée au lendemain des inondations à Douala. Beaucoup de populations se retrouvent comme ça, pour certains, sans abri, mais surtout les activités économiques. On a vu à travers la toile, et c'est également une image qui revient à la une d'Ecomatin, ce jeune éleveur de poulets, tous ces poulets se sont retrouvés noyés. On a vu le ministre de l'administration territoriale mandaté par le gouvernement, le chef de l'État, distribuer quelques dons comme ça. Ne faut-il pas envisager également des aides, des appuis pour ces Camerounais de l'informel ou de petites activités qui se sont retrouvés affectés comme ça ou complètement dévastés par les inondations de la cité capitale économique? Merci et bonjour, bonsoir à tous nos multiples téléspectateurs. Vous savez, ces derniers temps, la question des inondations est devenue une véritable catastrophe. Pas seulement au Cameroun, hein. Il y a les problèmes écologiques, les problèmes de changement climatique qui sont de plus en plus visibles et donc ce sont des catastrophes. Je pense que en cas de catastrophe, les premières interventions sont un peu désordonnées. Ça va dans tous les sens, il faut sauver les gens qui pourraient se noyer, il faut sauver, il faut recaser les gens. C'est vraiment, il y a des urgences. D'abord le matériel de première nécessité, voilà, de couchage, les matelas, je pense que les produits alimentaires. Nous devons bien nous rendre compte que M. Atanganji et le gouvernement, c'est des êtres humains comme nous, qu'ils font face à une situation catastrophique qui, ma foi, nous appelle quand même à poser des questions sur l'organisation de nos villes. Parce que, d'accord, on peut pardonner, on peut excuser le fait que ce soit une catastrophe, que les eaux, personne ne les a provoquées. C'est des pluies qui viennent du ciel, ou il ne sait pas d'où. Des catastrophes naturelles comme il en arrive partout dans le monde. Mais ça montre quand même quelque part un déficit de gestion de nos villes. Et je pense que c'est un problème collectif qui ne concerne pas seulement le gouvernement. Moi, j'ai vu des citoyens, là où vous voyez les gens vont construire leurs maisons, leurs habitations, il faut quand même se dire que la première sécurité de notre vie, c'est d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire que vraiment, si vous voyez un véhicule arriver, vous jetez dans ses roues, ou si vous ne prenez pas soin de votre vie, ne vous attendez pas à ce qu'Atanganji parte de Yaoundé pour venir vous sauver à Douala ou à Idéa ou à Maroua, comme en ce moment c'est un peu partout. Donc, première chose, il faut que les citoyens reprennent conscience du fait que
il y a quand même, parfois vous arrivez à certains endroits, vous voyez, zone écologiquement fragile, n'est pas construite, mais il y a des maisons. Vous voyez, il y a quand même des... Mais comme je crois que le suivi de toutes ces recommandations n'est pas permanent, et étant donné que nos populations ont un rapport avec le quotidien, qui est un rapport, je veux dire, extrêmement fragile, ça fait que les gens ne pensent pas au lendemain. On vit beaucoup plus le présent, on vit l'instant, on cherche le pain quotidien, on cherche où on va dormir, où on va poser la tête, comme on dit chez nous, mais on ne fait pas attention à tout. Et parce que c'est chaque année. C'est chaque année qu'il y a des inondations. C'est chaque année qu'on déplore les inondations. Mais on voit bien que d'une année à l'autre, ces inondations sont de plus en plus fortes. Il est donc la météorologie avait d'ailleurs alerté. Bien entendu. Voilà. Et nous avons des instruments qui alertent. Je pense que il faut que le gouvernement prenne des mesures vraiment pour remettre de l'ordre dans les villes. Que des zones, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on peut repérer. On peut, avec les traces des eaux, avec tout ce qui se passe, mettre un minimum de sécurité en termes d'infrastructure. Vous savez, à l'époque de M. Etonde Koto, il y avait un grand projet de la ville de Douala. Un grand projet qui malheureusement avait été stoppé net par son arrestation. Et je crois son projet Sawa Beach. Sawa Beach, qui avait prévu un grand drain, parce que Douala devait être traversé par un grand drain qui allait donc appeler toutes ces eaux-là. Bon, vous connaissez Douala, c'est une ville cosmopolite, où l'habitat sauvage est désordonné et le principe. Mais le bon quartier étant l'exception. Les géographes nous disent que Douala est une plaine donc située en dessous du niveau de la mer. Dans le cas de montée des eaux, rapidement les inondations. Voilà. Donc je pense qu'il est important que, aujourd'hui, avec la restructuration de nos villes, notamment avec l'arrivée des maires qui sont aujourd'hui, disons, des maires élus, des maires qui n'ont plus à attendre qu'un décrétum, parce qu'ils vont être jugés au pied du mur. Il faut absolument qu'ils prennent le taureau par les cornes et que l'habitat urbain soit aménagé, qu'on sorte des taudis, qu'on sorte des maisons bâties pratiquement dans les marécages. Vous avez vu les cours d'eau. Les eaux sont dans les marécages et ça sert de toilette. C'est dans l'habitat précaire. L'habitat précaire. Donc il y a vraiment, quand vous voyez ça, il y a une insalubrité. Et cette insalubrité-là, lorsque les eaux arrivent, lorsque la nature veut reprendre possession de ces espaces, cela ne débouche que sur des catastrophes. Je ne sais pas si on a dénombré des morts, mais c'est extraordinaire si on n'en a pas eu en série jusque-là. Donc je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement prévienne, mette en place des politiques de sensibilisation, de prévention, que les citoyens deviennent un peu plus organisés, fassent un peu plus attention à leur vie. Ismaël Djambou, au-delà de la prévention, de la sensibilisation dont parle Joseph-Marie Londo, les catastrophes elles vont toujours survenir. Si ce sont les inondations à Douala, il y aura des coulées de lave du côté du Mont Cameroun, du côté de Boya. Donc, il faut peut-être aussi envisager, en cas de sinistre, un dispositif d'accompagnement pour les activités qui se seront retrouvées soit noyées, soit complètement en désastre. Oui. Il faut que l'État prenne des mesures, peut-être à mettre sur pied d'un fonds spécial pour la relance des activités de certains opérateurs. Oui, tout à fait. On a vu à Douala, je prendrai le cas par confraternité, la radio Balafon, de Cyril Bourgico, complètement noyée, des grandes entreprises, des moyennes, des petites. On avait en image à la une d'Eco-Matin, l'éleveur de poulets. Tous ces poulets se sont retrouvés complètement noyés. Ce sont là des vies, des activités qui se retrouvent à terre, mais également des vies brisées. Oui, tout à fait. Et je dirais que le problème ira grandissant. Parce qu'à côté de ce que M. Londo dit, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la ville de Douala particulièrement est une ville qui connaît c'est-à-dire
une exode rurale très, très dense. On se rend compte aujourd'hui dans les quartiers tels que PK28, à partir de PK20, ce sont aussi des zones qui sont des zones sinistralement exposées, qui sont des zones qui sont géographiquement exposées à ce type de sinistre. Mais on voit alors fleurir au quotidien des habitations qui ne respectent aucune norme. Et tout ceci sous le regard des autorités compétentes. Donc il faut dire que on ne va récolter que ce que nous sommes en train de semer à Douala. Donc il y a anarchie, et l'anarchie est systématique. À côté du fait que, à côté de ceci, il faut quand même souligner que du côté du gouvernement, c'est vrai, il y a eu cet organe de météo qui a quand même fait une prévision relative à la montée. Qui envoie des alertes. Oui, elle a envoyé des alertes, mais c'est manifestement le dispositif mis en place par le gouvernement, ou alors le temps l'attend pour pouvoir réagir face à cette situation. Peut-être qu'il n'a pas été assez pour que le gouvernement prenne des mesures nécessaires. Mais il faut quand même dire que pour la gestion d'un État, il existe ce qu'on appelle une cartographie des risques critiques, c'est-à-dire une cartographie des sinistres éventuels. On pouvait alors, dans une moindre mesure, essayer de cartographier, avant même d'avoir un fonds qui pourra être comme un fonds d'appui lorsque nous aurons ce type de sinistre-là. Il pourrait avoir une cartographie de tous ces risques. Vous avez parlé du Mont Cameroun. Voici Douala. On parle des inondations aussi au nord, des inondations même à Yaoundé. Parce qu'il faut bien le dire, il n'y a plus de marécage à Yaoundé, carrément. Tout est remblai. Donc on peut cartographier tout ceci et dire voici donc les zones qui pourraient être sinistrées, et par rapport à ça, adopter une attitude par rapport à ces zones. Par exemple, le gouvernement pourrait prendre des mesures, comme disait M. Lundu, des mesures systématiques pour qu'il n'y ait plus de construction dans les marécages. Ça, c'est possible. Vraiment, on peut le faire. On a vu un délégué du gouvernement qui a essayé de le faire à Yaoundé, notamment, et ça marchait plutôt bien. Donc, on peut prendre des mesures comme ça. Et maintenant, pour des sinistres dont on ne peut pas prévoir, une éruption du Mont Cameroun de façon systématique. Donc, par rapport à ça, justement, le fonds pourra être comme un appui sur lequel le gouvernement pourra aller lorsque nous ferons face à ce type de sinistre. La mise sur pied d'un tel fonds va se buter forcément à une réalité prégnante de l'économie camerounaise. C'est son caractère extrêmement informel. Un jeune comme celui qu'on a vu avec ses poulets n'est peut-être pas répertorié. Comment on va parvenir à soutenir ces commerçants, ces opérateurs, pour la plupart très modestes, comment il faudra les identifier. Cela amène peut-être à l'urgence de faire passer la plupart de ces activités en stade formel, qu'on puisse identifier, quel que soit le petit opérateur, même s'il est caché dans un quartier à côté d'un marécage. Non, alors, moi j'ai un problème avec cette façon justement de voir l'économie. Et là, on entre de plein pied dans notre sujet. Tout à fait, vous avez compris le lien. Tout à fait, on a de plein pied dans le sujet. Parce que là, il s'agit justement du financement des PME. Tout à fait. Alors, il faut comprendre d'abord ce que signifie financer, ou alors ce que signifie crédit. Parce que si on comprend bien la notion de crédit, je suis sûr que nous n'allons pas nous buter. Crédit, c'est deux choses. Crédit vient de creditum, c'est un terme latin. Un diminutif, c'est credo. Credo, les chrétiens connaissent bien le credo. Credo signifie croire. I trust. Donc, le crédit, c'est la confiance. Confiance. Et donner le crédit à quelqu'un, ça signifie pouvoir récolter de ces autres, c'est-à-dire pouvoir avoir deux inputs. Les inputs du crédit, c'est l'information d'une part, et d'autre part, ce que je vais appeler la monnaie, c'est-à-dire la collecte de l'épargne. C'est-à-dire on collecte l'épargne pour financer l'investissement. Mais pour financer l'investissement, il faut que nous ayons des informations. Il faut que la personne qui s'engage à faire confiance à une autre personne ait l'entièreté des informations nécessaires et indispensables pour alors lui faire confiance. Alors, c'est là tout le problème. Parce que justement, le mécanisme ou alors le système d'information dans nos États africains est un système fortement biaisé. On ne peut pas
localiser exactement où je vis, moi qui vous parle. Parce qu'on va vous dire que vous arrivez à un endroit et après ça, vous allez prendre un virage derrière un bar et après ça, vous irez. Donc, vous voyez, manifestement, il y a d'abord ça. Mais dire que tout ceci est basé sur l'informel, est-ce que c'est parce que nous avons une économie informelle que nous ne finançons pas l'économie? Je vais dire non. Parce que justement, on adapte le système de financement à l'économie en question. Et c'est justement ce que l'ensemble des banques, ou alors un bon nombre de banques et de microfinances, essaient de faire au quotidien au Cameroun et ailleurs dans la sous-région et même dans la région africaine. Donc, il faut le dire clairement, on ne peut pas dire que parce qu'il y a comme un système d'informel, ce qu'on va qualifier d'informel, encore qu'il faut qu'on le définisse très bien, par conséquent, on ne peut pas financer l'économie, on peut financer le secteur informel, le secteur que nous appelons informel. Mais alors, il faut pouvoir avoir l'information nécessaire sur ce secteur informel pour pouvoir le financer. Merci pour cette première amorce. Nous entrons, comme vous l'avez dit, de plein pied dans notre thématique centrale. Nous évaluons ce soir la performance des banques camerounaises et nous questionnons leur véritable contribution à la croissance, au développement du Cameroun, croissance prise de manière globale, mais également de manière sectorielle. Joseph Marielundu, je vous donne quelques chiffres. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, 3 462 milliards ont été octroyés aux agents économiques durant la période, on va dire, du premier trimestre 2020, une enveloppe en hausse par rapport à la même période un an plus tôt. C'est une information relayée par le comité de politique monétaire de la BEAC, une hausse à peu près de 3,1%. Et selon ces statistiques, il y a quelques données qui restent, on va dire, quasi immuables depuis quelques années, c'est-à-dire que les grandes entreprises captent sensiblement un peu plus de 70% de ces crédits, les particuliers 4,5% et les PME 14%. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres, 3 462 milliards injectés dans l'économie. N'oublions pas également qu'il y a également les titres publics, les bons du Trésor. Est-ce qu'on a le Camerounais lambda, lorsqu'il écoute ces chiffres, 3 400 milliards injectés dans l'économie, on a le sentiment que les banques appuient véritablement, contribuent véritablement à la croissance, au développement de l'économie camerounaise? Est-ce que cette contribution elle est significative au vu des chiffres? Je souhaite dire ici qu'il ne faut pas croire que la banque est un instrument qui tombe du ciel. La banque est un instrument créé par les opérateurs économiques, généralement privés, qui font des affaires. Donc ils ne viennent pas là pour vos beaux yeux. Ils ne viennent pas là parce qu'ils sont gentils, pas philanthropie. Ils viennent pour gagner de l'argent, pour faire des affaires. Et ils viennent avec la conviction que l'environnement économique dans lequel ils arrivent est un environnement économique qui les rassure quant à leur capacité à exercer et à gagner de l'argent. Maintenant, quand vous regardez l'environnement du pays, du Cameroun, je ne vais pas citer les banques, on a plutôt l'impression que dans le système qui est le nôtre, les banques ne sont pas très très audacieuses. Les banques ne sont pas très audacieuses, les banques sont même un peu trop prudentes. Et certaines banques font leur chiffre d'affaires sur les agios, les commissions. Et elles ne voient pas l'intérêt à aller risquer de l'argent chez des opérateurs économiques évoluant dans un environnement économique incertain. N'est-ce pas? Un environnement économique incertain. Nos environnements économiques ont cela comme force, l'incertitude au quotidien. L'incertitude des opérateurs économiques non identifiables, ce qu'on appelle le secteur informel, qui aujourd'hui sont abordés généralement par les microfinances, ce qu'on appelle les microfinances. En réalité, c'est des petites banques indigènes
Parce que la microfinance, le père de la microfinance, c'est un certain Mohamed Younous qui a montré comment on pouvait collecter l'argent dans le secteur dit informel avec une certaine assurance, non seulement de le collecter, mais également de le réinjecter dans l'économie de manière structurée et organisée. Donc, chez nous, nous avons affaire à des collecteurs d'argent qui ouvrent leurs comptes dans les banques de premier ordre, parce qu'en fait, c'est des clients de banque, qui ouvrent leurs comptes dans les banques de premier ordre, et c'est là où ils déposent les fonds qu'ils collectent chez les BAM, chez les vendeurs à la sauvette, etc. Il y a généralement des jeunes filles qui marchent avec un cahier, avec un t-shirt et un badge, qui collectent, ils vont déposer. Et ces microfinances, ces petites banques indigènes-là, qui connectent l'économie informelle à l'économie formelle. C'est des connecteurs. Et donc, c'est une épargne instable. C'est une épargne difficile à contrôler. C'est-à-dire que, or, pour faire un travail sérieux, de crédit, donc de confiance, on a besoin de maîtriser les fonds. Est-ce que c'est le long terme? Est-ce que c'est le moyen terme? Est-ce que c'est le court terme? Or, cet argent collecté de manière un peu désordonnée par, je ne vais pas citer leur nom, les microfinances qui sont dans la rue et qui ramassent l'argent d'école, bourse, etc., ne rassure pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une épargne au sens le plus économique du terme. Parce qu'il y a une équation qui dit que l'épargne est égale à l'investissement. Et ici, c'est les incertitudes justement des environnements qui sont les nôtres. Maintenant, vous avez ces banques, justement, qui n'ont pas de vocation à financer réellement l'économie. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même, on doit avoir une politique de développement qui permet aux banques, n'est-ce pas, de voir l'orientation idéologique du pays, n'est-ce pas? Et c'est ça qui leur permet de savoir comment s'installer dans l'économie en question. Nous avons eu au Cameroun la Banque camerounaise de développement, qui était des banques qui octroyaient des crédits de long terme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, s'il y a des banques de développement au Cameroun, mais la plupart des banques sont généralement des banques commerciales qui, ma foi, et c'est leur vocation. Il ne faut pas leur demander de faire ce qui ne relève pas de leur vocation. Parce que les crédits long terme sont des crédits extrêmement difficiles à gérer. Parce que, étant donné les conjonctures qui peuvent changer, on court beaucoup de risques. Le risque également s'étale dans la longue période. Donc, je pense que les chiffres donc, que vous nous donnez là, moi je me méfie beaucoup des chiffres. Parce qu'on vous dit chiffres, on vous dit ça. Les 3 000 milliards ont été donnés à qui? Vous avez dit grande entreprise. Les grandes entreprises, c'est qui? Et c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est la trésorerie courte? Est-ce que c'est pour investir? Est-ce que c'est pour produire et exporter? Est-ce que c'est pour acheter? Dans un premier temps, Joseph-Marie Londo, on va d'abord analyser la cartographie justement des bénéficiaires avant d'attaquer justement les différents secteurs qui en bénéficient. Oui, c'est ça. Le secteur primaire, secondaire et tertiaire. On va d'abord aller sur la cartographie des bénéficiaires. Donc, la cartographie, c'est-à-dire grandes entreprises, particuliers et les PME. Je vais chuter en disant que pour moi, le chiffre là ne veut rien dire. Il est 3 000 milliards, etc. Mais pour que nous ayons une certaine... il nous sert quand même de boussole parce que ce sont des chiffres officiels de l'argent dans l'économie. D'une institution, la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc on s'en tient à ça. L'économie a besoin d'argent. Tout à fait. L'argent est à l'économie, ce que le sang est au corps humain. Ça c'est clair. Maintenant, quelle qualité de sang? Comment ce sang alimente-t-il les différentes parties du corps? Si le sang n'arrive pas suffisamment au cerveau ou suffisamment au cœur, le corps ne se comporte pas bien correctement. Donc, est-ce qu'effectivement, en entrant dans l'analyse de comment les fonds sont les 3 000 milliards, est-ce que le citoyen lambda, sans les 3 000 milliards au quotidien, quelque part dans sa vie, c'est important. Est-ce que les entreprises productrices, etc., ressentent cet argent? Est-ce que ce n'est pas un argent qui sert à importer massivement et qui effectivement devient un argent nocif? Parce que lorsque vous importez massivement... Avec comme incidence le caractère déficit de la balance commerciale. Voilà.
Ismaël Djambour, moi je voudrais vous interroger sur l'un des bénéficiaires, l'une des catégories qui bénéficient de ces crédits, ce sont les PME. Moins de 15% de manière globale, ce sont les chiffres. Les PME bénéficient des crédits. Lorsqu'on sait que les petites et moyennes entreprises représentent sensiblement 95% du tissu économique pour une contribution d'environ 30 à 37% du produit intérieur brut, est-ce que finalement l'économie n'est pas perdante en réalité? Parce que la masse des opérateurs qu'on retrouve dans les PME, dans la catégorie des PME, ne font pas partie de ceux qui captent la majeure partie des crédits bancaires. Oui. Pour vous qui êtes banquier au quotidien. Tout à fait. Il faut quand même souligner, il faut souligner d'entrée que c'est une perte pour l'économie qu'il y ait des besoins de financement, mais qui ne sont pas satisfaits. Ceci dû au fait de l'information, dû au fait de peut-être la non-prise des risques par rapport face à certains clients, il faut le dire ainsi. On parlera des clients, mais on parlera également des secteurs. Tout à fait. C'est un secteur. C'est-à-dire, voilà, non, en fait, le client PME, c'est comme ça que je vais l'appeler. Oui. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a 15,56% de ces 3 462 milliards qui sont octroyés au secteur des PME, alors on s'attendrait à ce que 15% également du tissu économique soit constitué de PME. Donc on voit un peu qu'il y a un gap. Il y a un gap parce que les PME, c'est 90% de notre tissu économique. Mais il faut quand même dire qu'il y a un ensemble d'obstacles que peut-être on va citer. Tout à fait. Qui ne sont pas toujours des obstacles liés au crédit bancaire. Qui ne sont pas toujours le crédit bancaire. Qui fait en sorte que, donc ces obstacles font en sorte que les PME ne sont pas éligibles que les PME n'accèdent pas aisément au financement dont ils ont besoin. Donc, on peut les citer. Je vous en prie. Donc, c'est-à-dire, on peut d'abord dire que il y a les promoteurs parlent de la fiscalité comme étant un premier élément. 58% des promoteurs estiment que la fiscalité est de nature pressante dans l'environnement économique dans lequel nous sommes et n'est par là de nature à favoriser l'épanouissement des PME. Et par conséquent, dès qu'on parle de fiscalité, ça veut dire que la PME en question ne sera même pas assez forte pour même solliciter un crédit au niveau de la banque et même des microfinances. Il parle également de la corruption. 52% parlent de la corruption. Ça sont les données de l'INS 2016, carrément. Je suis allé les chercher. Donc, ils disent la corruption vis-à-vis de... Donc, c'est-à-dire, pour l'épanouissement d'une PME, c'est-à-dire pour qu'une PME puisse faire son chiffre, alors elle est heurtée à ce type de mécanisme. Par conséquent, les financements qu'elle a dit, sa capacité financière qu'elle aurait pu utiliser pour davantage accroître son chiffre d'affaires est carrément dilapidée là-dedans. Alors, elle n'a pas assez de moyens, elle n'a pas assez de force pour être solide et pour pouvoir demander un crédit. Bon, alors, vous allez me dire aujourd'hui que bon, ok, les problèmes que les PME rencontrent lorsqu'elles viennent demander le crédit, c'est quoi? Ben, il faut qu'on soit clair. On parlait d'information et on reviendra toujours là-dessus. Parce que lorsque une PME demande un crédit, on va demander deux types d'informations au moins. La hard information et la soft information. L'information hard, c'est-à-dire l'information contenue dans les documents, que ce soit les informations de son compte de résultats, les informations de ses bilans, par exemple les 3 ou les 5 dernières années, vous allez donc vous rendre compte que bon nombre de PME n'ont pas de chiffres. Elles n'ont pas de chiffres. Bon, un déficit de structuration. Il y a ce déficit de structuration. C'est-à-dire, elles n'ont pas de chiffres. Alors, ça devient... Donc, l'exercice devient difficile. Parce qu'on se rend bien compte que oui, on veut bien aller. Mais alors, la banque, justement, ne pourra pas prendre cette audace, comme dit justement Monsieur Elundou. Justement, on ne pourra pas aller parce qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas de visibilité sur la structure en question. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut dire, bon voilà, est-ce que vous avez déjà fonctionné 2 ans, 3 ans?
5 ans. Alors, si vous avez fonctionné 2 ans, 3 ans, 5 ans, dites-nous un peu ce que vous avez fait entre-temps pour que nous puissions avoir une information. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'information. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est où je rejoins M. Lundou, c'est que la banque collecte l'épargne publique. Ça veut dire que si vous avez déposé de l'argent à la banque et que la banque s'est amusée à financer n'importe qui, alors le jour où vous devez entrer, venez solliciter votre épargne, la banque ne vous dira pas que M. Djambou n'a pas remboursé son crédit et par conséquent on ne peut pas vous rembourser. Donc il faut bien comprendre cet ensemble de mesures-là. Je me suis amusé ce matin à calculer un ratio, le ratio de crédit sur le PIB de plusieurs pays. Quand vous calculez par exemple le ratio de crédit sur PIB des pays comme les États-Unis, vous êtes à 300%, c'est-à-dire le crédit représente 300% du PIB. Quand vous calculez pour les pays comme l'Afrique du Sud, vous êtes à 150%. Et quand vous venez en Afrique du Sud du Sahara, vous êtes à moins de 15%. Donc, le problème est sérieux. Il n'y a pas assez de crédit, mais le problème n'est pas le banquier qui refuse de financer. Il faut bien qu'on comprenne. C'est un problème structurel. Et quand on va prendre l'exemple de certaines structures financières dont vous parliez tout à l'heure, on va bien se rendre compte que ce n'est pas le problème du banquier qui ne veut pas financer, mais c'est un problème de structure financière, d'information qui ne peut pas être captée pour pouvoir donner de la confiance, pour pouvoir faire confiance. Est-ce qu'il n'y a pas, vous qui êtes banquier au quotidien, il n'y a pas, on va dire, des choix préférencés sur les secteurs? Le rapport nous dit également que les secteurs de préférence, les transports, les activités auxiliaires au transport, télécommunications, les commerces de gros détail, restauration, hôtellerie, voilà les secteurs phares qui sont prisés par le secteur bancaire. Vous voyez bien que quand vous citez, vous n'avez par exemple pas cité des secteurs qui souffrent davantage de réglementation, qui souffrent davantage de structuration. Quand on dit par exemple le secteur hôtelier, c'est un secteur assez structuré. Le secteur des transports également. Ce sont les secteurs qui sont assez structurés, que ce soit du point de vue réglementaire. Il y a quand même aussi une marge de risque. Lorsqu'on regarde les accidents, par exemple, sur nos voies. Tout à fait. Il n'y a pas de risque zéro. Et voilà justement le métier du banquier. Ça dit, il va prendre le risque. C'est sûr qu'il va prendre le risque. Mais il n'y a pas de risque zéro. Mais quand même, il faut qu'il y ait une atténuation des grands risques. Une atténuation, par exemple, par la réglementation, par la structuration. Quand vous allez, par exemple, voir un secteur tel que les mototaxis, c'est difficile de financer ce type de secteur. Il ne faut pas se mentir. Mais à côté de ça, dans le même pan de transport, vous allez voir que les secteurs, c'est-à-dire les agences de voyage, ça encore... Parce qu'il y a une collecte quotidienne. Non pas parce qu'il y a une collecte quotidienne, mais plutôt parce qu'il y a comme une structuration de ce secteur. Si par exemple, vous me dites que vous avez rencontré une personne qui a 100 ou 50 motos, et la personne fait un contrat de travail avec les différents conducteurs et la personne se rassure que ces motos au quotidien subissent ont un entretien mécanique. Vous voyez que voilà déjà quand même une forme de structuration qui fait en sorte que ça devient une activité sérieuse et par conséquent on peut y aller. Donc, mais lorsque tout est laissé à qui veut bien y aller, on voit bien que manifestement c'est difficile de capter l'information de ce type d'activité. José-Marie Elondo, une batterie de mesures ont été mises sur pied par le gouvernement, une agence pour l'accompagnement des PME, la PME, un bureau de mise à niveau. Mais jusque-là, on a le sentiment que les PME au Cameroun peinent à séduire véritablement le secteur bancaire et à leur donner une certaine confiance pour leur octroyer le maximum de crédit. Ce sont toujours les grandes entreprises qui tirent leur épingle du jeu. Qu'est-ce qui ne marche pas malgré tout ce dispositif mis sur pied pour une meilleure structuration de la PME camerounaise?
Moi, je pense que nous faisons parfois beaucoup dans ce que j'appelle le mimétisme. Nous ne pensons pas suffisamment notre économie. Lorsque vous parlez des PME, petites et moyennes entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un fourre-tout. C'est qui la PME? D'abord, ça ne peut pas être la PME, c'est la PM ou la PE. Non, la PE, la TPE, la très petite entreprise, la PE ou la ME. Et la ME. Voilà. Donc pour vous, il faut revoir clairement toute la nomenclature. Pour sortir de ce générique. Maintenant, est-ce que l'activité est toujours une entreprise? Donc il faut peut-être faire que les entreprises passent de la petite activité à la petite entreprise. Vous faites une activité qui vous apporte un peu d'argent. Vous n'êtes pas une entreprise. C'est bien cela que le banquier dit ici. C'est-à-dire qu'il faut donc un minimum de structuration. Et il faut qu'on vous donne un agrément comme entreprise. Vous devez être identifié comme une entreprise. Moi, j'avais proposé en son temps un guichet unique des entreprises. On va dire qu'il existe déjà le guichet Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelles étaient les spécificités de la proposition? Vous voyez, je voyais la Société nationale d'investissement. Vous voyez une grande tour comme celle-là, où vous retrouvez tous les guichets de banque, où vous retrouvez les services des impôts, vous retrouvez vraiment tout ce qui permet à une entreprise d'exister. Et quand vous êtes éligible comme une activité reconnue, on vous oriente pour devenir une entreprise. Et on vous inscrit dans le fichier des entreprises nationales. Il faut structurer cette affaire-là. De sorte que lorsque vous arrivez devant un banquier et que vous lui dites « je suis une entreprise », vous lui déposez votre agrément comme entreprise, le banquier est immédiatement en confiance. Mais jusque-là, vous êtes à la phase, on va dire, on est encore à la phase administrative. Ce n'est pas tellement différent de ce qui se fait avec le guichet unique de création d'entreprise du ministère des PME. On est là à la phase administrative. Est-ce que cette phase administrative suffit à donner de la confiance à un banquier? Je vous dis que il faut déjà que le banquier, aujourd'hui, si vous voulez aller, ma foi, faire une action immobilière auprès d'un banquier, le banquier vous demande des papiers d'abord. Je crois que le banquier est là, il vous dit, bon, tous les éléments de garantie. Est-ce que vous avez l'agrément du ministère qui vous fait de vous un agent immobilier là? Ça veut dire que vous avez déposé une caution là-bas. Ça veut dire que vous êtes un acteur crédible de l'économie. Dans votre secteur. En tout cas, on vous crédite déjà peut-être de 80% de confiance. Parce que vous êtes aligné et vous êtes donc une entreprise. Et c'est pour ça, par exemple, vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, il faut savoir, nous sommes les ouvriers de la réflexion. C'est-à-dire que nous observons et nous voyons les faiblesses. Quelqu'un achète une patente. On dit c'est pour un chiffre d'affaires de 15 millions. Il fait une année. Il n'a pas le moindre marché. Parce que la patente, c'est pour les marchés publics. Il fait une année, 12 mois. Il n'a pas le moindre marché public. Et à côté de lui, il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 40 cartons de marché public qui se promènent avec ça dans les sacs. Bon, ce monsieur-là, à qui on a pris de l'argent, parce que l'État vous donne une patente, ça veut dire qu'il vous reconnaît comme étant un opérateur de son secteur. Ok? Il serait aujourd'hui judicieux que le fichier des entreprises identifie les entreprises secteur par secteur. Et que si on dit nous avons 100 entreprises au Cameroun qui livrent de papier à l'administration, que lorsqu'on doit donner du papier, on appelle l'entreprise X, Y, Z, on dit venez prendre, vous donnez-nous le papier, vous avez les bons de commande, de sorte que l'entrepreneur du secteur public soit effectivement un entrepreneur du secteur public. Quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas être dans le secteur public, moi je vends du papier. Donc j'achète mon papier, je suis installé en boutique et j'attends ces entrepreneurs-là. Mais lorsqu'on a donc désaxé le mouvement, on vous a donné une patente,
Mais on a donné tout le marché à un individu qui les vend à 10%. La corruption dont parlait le banquier tout à l'heure. Et lorsque le gars a acheté les cartons à 10%, il va voir le gestionnaire de crédit. Il signe qu'ils ont livré alors qu'ils n'ont rien livré. On accepte qu'ils ont livré. Le vendeur de papier n'a pas vendu. Le gars qui a une patente n'a pas pu avoir un marché. Et on est donc dans une situation, c'est la réalité, hein. C'est la réalité que je vous explique. Il y a une distorsion, Il y a une distorsion générale dans le système qui fait que maintenant, vous allez voir que bon, si ce gars-là, il n'est pas à l'aise, c'est pas un entrepreneur du secteur public. Et il en est de même pour ceux qui veulent faire les routes. Bien, enfin. Or, il y a donc un souci lorsqu'on parle du climat des affaires. Hein. Ça relève de l'État. C'est l'État qui doit assainir, faire en sorte que maintenant, on parte de... Vous dites, moi je suis de l'informel, donc je fais de l'activité économique. Je voudrais devenir une entreprise reconnue. Donc, ce qu'on appelle la formalisation. Qu'est-ce que vous avez fait? Et j'avais proposé à l'époque, c'est des choses qui peuvent se faire. Monsieur, il est là. Vous dites, bon, on met ces gens qui sont dans l'activité, on ouvre par exemple les petits cahiers des comptables. Des livres quotidiens. Où le gars écrit ce qu'il a vendu et ce qu'il a gagné à la fin de chaque mois. Et qu'au bout d'une année, il a ces 12 petits cahiers qui sont les cahiers qui permettent que s'il va devant un banquier, il dit au banquier pendant 12 mois, voilà mes cahiers de comptabilité, j'ai fait mon grand livre et à la fin, voici mon petit compte, mon petit bilan de fin d'année. Mes 12 cahiers là me permettent, vous voyez à peu près ce que je gagne par an. Et le banquier qui voit ça, et dès que vous avez vos cahiers là, vous allez vous faire enregistrer comme une PME, vous avez un agrément. Et avant de sortir de là, on vous ouvre un compte bancaire. Et à la banque en question, à la banque de monsieur. Et ce banquier là vous connaît désormais comme étant un opérateur. C'est une démarche qui me paraît tout à fait organisationnelle et qui permet que la confiance s'installe par elle-même, mais qu'il y ait une infrastructure de confiance. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà, je pense que, et c'est pour ça que quand on dit PME, c'est complètement, hein, c'est un générique qui n'apporte rien du tout, hein, à l'ensemble du système économique de ce secteur, des petites entreprises, de très petites entreprises. Et puis, ce sont des petits patrons. Je dis comme ça parce que je parle pour que ces jeunes-là, s'ils peuvent s'approprier ce genre d'idées. J'avais proposé à l'époque à des jeunes de créer le patronat des petits patrons. Les petits patrons, vous voyez des gars en route là qui vendent des oranges. Allez leur demander leurs chiffres. Vous allez vous rendre compte qu'ils gagnent plus d'argent que vous. Oui, ils ont plus d'argent que vous. Ils sont dans une brouette. Et lorsque Mohamed Younous développe la microfinance dans son pays, c'est avec les femmes. Vous avez dans votre quartier les femmes. Les agricultrices. Non, les femmes que vous avez vues, vous les avez trouvées vendre les beignets. Vous êtes parti du quartier après votre bac et votre licence à l'université. La même femme était là. Elle n'a pas de titre foncier, mais elle est là. Elle a élevé des enfants, là au même endroit. Elle les a envoyés à l'école avec ses beignets. Elle a pu se bâtir. Elle a donné des éléments de confiance. Parce que quand on fait un travail sérieux de terrain, et c'est là où j'appelle les banquiers camerounais à être un peu plus dynamiques aussi, à observer l'économie. Et ce qu'il a dit me paraît pertinent, à savoir que il faut adapter la banque à l'économie, hein, en question. Donc, vous venez, vous dites, bon, voilà, j'ai vu 30 femmes dans le quartier qui sont installées là depuis des années, qui ont une maison, et vous pouvez aller dans leur maison. Donc, le banquier peut aller jusque-là et dire que, bon, ces femmes-ci, madame, vous pouvez déposer dans un compte d'épargne toutes les semaines 5 000, oui, je peux. Et puis, en fin d'année, vous voyez qu'elle est capable de produire cet élément de confiance qui permettent qu'en fin d'année, vous dites, bon, nous, on va changer la qualité de votre infrastructure de travail. On va vous construire des petits box où vous allez mettre du gaz au lieu des feux de bois. Et puis vous allez continuer à faire, comme vous êtes déjà une industrielle en miniature des beignets, hein, vous avez produit des millions de beignets pendant 20-30 ans, on va améliorer votre... Et dès que le banquier a réussi à installer ces gens-là, vous voyez des kiosques partout en ville, ces gens-là deviennent des éléments, des opérateurs de confiance. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, qu'il y a un travail d'ingénierie, hein, générale, qui malheureusement n'est pas fait parce que, bon, chacun veut parler des PME comme ça, sans qu'on fasse attention à ce à quoi cela renvoie réellement.
Très bien, Ismaël Djambo, vous vouliez réagir Oui, avant que je pose la question? je voudrais réagir un peu par rapport à ce que vient de dire M. Lundu, parce qu'il y a des éléments essentiels qu'il vient de présenter qui me semble important de souligner. Alors, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'Afrique a besoin de sa banque. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de bancarisation d'un de l'Afrique. modèle de banque tropicalisé ou adapté aux réalités africaines. Exact. On ne peut pas parler de bancarisation de l'Afrique. Il faut plutôt qu'on parle d'africanisation de la banque. C'est-à-dire, l'Afrique a besoin de son modèle de banque. Et il y a des modèles qui existent et qui marchent. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on le comprenne. Il y a par exemple, et ce serait pas besoin de le citer, le modèle MC2. Sans publicité. Sans publicité, bien sûr. Alors, on voit bien que avec ce type de modèle, il y a comme une fédération de l'épargne, mutualisation des efforts. Notamment dans l'arrière-pays. Oui. Parce que c'est aussi un problème majeur, on va dire, des banques commerciales classiques, c'est de toucher, par exemple, le paysan, d'avoir une couverture, une présence dans des localités reculées du pays. Voilà, justement, dans les localités reculées, on voit bien que peut-être on peut penser que la banque n'y va pas. Mais ce n'est pas vrai, la banque a l'information. D'ailleurs, à travers ces clients qui sont les microfinances. Voilà, non seulement à travers le petit système financier qui est sur place, mais aussi, quand même, il faut le souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a carrément un démembrement des banques. On voit bien qu'il y a une ouverture massive des guichets de banque. On est passé, par exemple, de 2010 à 2018 à plus de 150% d'augmentation du nombre de guichets de banque. On voit bien qu'il y a sur 9 ans, la quantité de guichets de banque a plus que doublé. La réalité étant aussi que ces guichets se sont surtout accentués dans les centres urbains. On parle surtout du rapprochement parce qu'on évoquera également le volet de l'inclusion financière, certaines zones des localités qui ne sont pas touchées qui n'ont pas une proximité avec les services bancaires. Oui, et c'est pourquoi justement ce modèle dont je parlais est justement un modèle comme un modèle relais qui fait justement ce relais-là entre le secteur qu'on va appeler l'arrière-pays, entre l'arrière-pays et le secteur financier que certains qualifient de secteur réel. On voit bien qu'il y a une mutualisation des efforts. Et après ça, il y a une caution solidaire. Ça aussi, il faut faire attention. C'est que des personnes se mettent ensemble et chacun est caution de l'autre par rapport au crédit qu'il va prendre. Si bien que du fait de la confiance que les uns ont avec les autres, ils se portent, alors la communauté est caution de vous. Et parce que vous avez une notoriété avérée dans cette communauté, on voit bien que tous les crédits sont bien remboursés. Mais alors, il y a un autre problème, c'est que le climat des affaires dont parlait M. Lundu est un problème réel sur lequel il va vraiment falloir s'appesantir. Si le climat des affaires, notamment les problèmes de réglementation, viennent entorser ces mécanismes qui veulent se mettre en place, on peut avoir absence de réglementation, on peut avoir même dysfonctionnement ou même des non-dits de la réglementation qui viennent alors faire comme une lourdeur dans les mécanismes d'octroi de crédit. Donc, voilà quand même des éléments sur lesquels il m'a semblé important de revenir par rapport à ce que M. Lundu disait. Merci. Alors, ma question concernait surtout le modèle de financement qui consiste d'abord, vous avez évoqué tout à l'heure les questions de garantie, les questions de confiance. Ouais. On voit dans d'autres pays où il y a une prise de risque un peu plus accentuée à travers des participations dans des projets qu'on peut évaluer. Vous, c'est votre domaine, l'évaluation des risques. Se dire, tel projet peut être porteur. Vous avez aujourd'hui une tendance qui est quasiment à la mode au Cameroun, ce qu'on appelle le Made in Cameroun. C'est start-up, c'est PME qui créent des produits originaux avec des intrants locaux, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans les domaines de d'autres services. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas l'opportunité d'avoir accès au crédit. Parfois, lorsqu'on discute avec certains, j'ai parfois discuté avec un jeune créateur de chaussures
dans la mouvance du Made in Cameroun, ils disent que les banquiers n'accordent pas de la considération, n'ont pas une visibilité. Celui qui crée les chaussures se voit avoir une destinée comme des grands chausseurs italiens. On se dit il y a un marché parce que nous chaussons tous. Mais ce sont parfois des activités qui ne trouvent pas écho favorable auprès des banques. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de changement de logiciel, ne pas toujours attendre que le client qui vient, la PME qui arrive avec des éléments de garantie, mais en évaluant certains projets, comme ça se fait notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on peut injecter des gens pour prendre des participations, c'est-à-dire ce projet a une certaine destinée. Oui, moi je crois que le problème, justement, réside au niveau du logiciel financier. Parce que le logiciel a été mal compris. Là, on veut commencer par la fin. C'est-à-dire, le petit promoteur, il veut commencer par la fin, en venant tout de suite à la banque pour demander un crédit. Alors, avec les startups, leur financement est assez particulier parce que ce sont généralement des activités nouvelles qui sont des activités peut-être pour lesquelles il n'y a pas encore une grande compréhension. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire carrément bien comprendre, il faut bien comprendre l'activité vers laquelle alors quand vous parlez des startups, je suppose que là vous voulez surtout mettre l'accent dans le domaine du numérique. Oui, le domaine du numérique, davantage. Et parce que, en fait, c'est aujourd'hui, il faut le dire, hein, c'est la mode aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de startups dans le domaine numérique qui explosent, qui explosent et qui font de très belles innovations et qui demandent alors à être financées. Mais de l'aveu de nombreux banquiers, on va dire ça simplement, ils ne voient pas clair dans ces activités. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, oui. Surtout que la plupart des banques camerounaises sont en fait des filiales des multinationales, pour la plupart, quand on regarde les 14-15 banques de premier rang au Cameroun, comment comprendre qu'elles ne puissent pas accorder de l'intérêt à ces activités? Ces jeunes-là, d'ailleurs, font faire recours, ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, des levées de fonds en ligne, où ils récoltent des centaines de millions pour nombre d'entre eux. Comment expliquer ce paradoxe? On ne va pas citer les noms, on peut s'y aventurer. Société Générale, Abissec et tout, qui sont des filiales des multinationales, qui là-bas, dans leur pays d'origine, financent naturellement ces activités dans le domaine de l'innovation du numérique. Tout à fait. Mais dans nos pays africains, c'est tout le contraire. Oui, et moi je dis, et j'insiste sur le fait que avant de chercher un financement bancaire, il faut d'abord que l'activité soit faite d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer une activité tout de suite en allant chercher un financement bancaire. Je vous donne un exemple. Pourquoi? Je vous donne un exemple très clair. Ismaël Djambou. Oui. Vous avez un jeune qui crée un logiciel qui devrait pouvoir, disons, révolutionner ou améliorer une activité dans un secteur particulier. D'accord. Vous savez que la création de logiciels suppose juste que 2 ou 3 jeunes s'asseyent même dans une chambre et parviennent à créer un logiciel et déterminent le besoin dans un secteur particulier. Oui. On n'a pas besoin d'avoir une infrastructure, d'avoir une industrie, d'avoir des installations majeures. Facebook que nous utilisons aujourd'hui a démarré dans un garage. Peut-être c'est ce que vous appelez que l'activité démarre. Mais là, elle démarre de manière vraiment minimale. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein, vous qui êtes un banquier, au sein de nos banques, on a la capacité et appréhender ce type d'innovation, ce type de projet, se dire, voilà, par rapport au domaine ciblé, on peut parler d'un logiciel dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Voilà, nous sommes en pleine semaine de l'innovation numérique avec le Mimpostel. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le secteur bancaire, on a la capacité à capter de telles opportunités, se dire, là, il faut investir, c'est une innovation qui peut révolutionner le secteur? Oui, justement, en fait. La majorité d'ailleurs, je crois que toutes les banques financent des startups. Toutes les banques aujourd'hui financent des startups. Minimalement, on va dire. Bon, alors, minimalement, il faut bien comprendre comment est-ce que les financements qui sont perceptibles, c'est à travers des challenges, des concours. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais comment est-ce que aujourd'hui, il faut se poser la question sur l'encadrement.
l'encadrement de ces activités. Parce qu'il faut bien comprendre, est-ce qu'il y a une structuration, et c'est où je rejoins M. Lundu, la structuration de ces secteurs-là. On voit bien que ce sont des secteurs qui sont fondamentalement et foncièrement innovants, pour la plupart, et qui ne sont pas encore nécessairement bien encadrés, que ce soit par la réglementation ou même encore par les pratiques, parce que justement, c'est de la pratique que vient souvent la réglementation. Alors, on voit bien que là, ce sont les gros risques. Mais jusque-là, il faut le dire clairement, les banques, ils vont. Elles financent quand même. Quand vous parlez de gros risques, ça veut dire que cela suppose des capitaux importants. C'est ce que vous appelez gros risques? Non, ça peut être des capitaux importants, tout comme ça peut être... parce que si on parle de capitaux importants, nous sommes en train de parler de l'impact du risque. Mais attention, il y a aussi la probabilité, c'est-à-dire aussi la fréquence. Ça peut être le fait que on ne maîtrise pas du tout l'activité, mais on s'y lance. Alors, quand on ne maîtrise pas l'activité, on se lance, c'est un risque. La question que je m'en vais donc vous poser en ce qui concerne précisément ce secteur de l'innovation numérique ou technologie, est-ce que les banques prennent aujourd'hui sur elles de se doter d'experts en interne ou des cabinets spécialisés en la matière pour évaluer ces risques? Non, alors, vu la prépondérance aujourd'hui partout dans le monde, l'innovation numérique porte la croissance. C'est valable au Nigeria, c'est valable en Afrique du Sud, c'est valable dans toutes les grandes économies. Non, alors les banques le font de deux, sinon de trois façons. Hein. C'est-à-dire, les banques peuvent se doter en interne d'experts qui peuvent alors évaluer l'ensemble de ces projets. Avec des portefeuilles dans ce domaine-là. Tout à fait, c'est-à-dire les experts qui peuvent évaluer la faisabilité de l'activité présentée par une start-up. Et peuvent même orienter, que dis-je, accompagner ces start-up-là pour que leur activité soit pérenne. Elles peuvent alors prendre en interne un ensemble d'experts de ce type. Elles peuvent sous-traiter cette activité. Elles peuvent engager alors des cabinets externes pour pouvoir faire ces évaluations. Mais il faut aussi dire que un ensemble d'institutions financières internationales apportent aussi des appuis dans ce sens pour l'encadrement et le financement, même l'octroi des financements qui sont dédiés systématiquement à ce type d'entreprise. On peut alors voir la Banque africaine de développement, on peut voir la Banque mondiale, ou même la SFI, la Société financière internationale, et bien d'autres. Donc voilà un peu les trois façons avec lesquelles la banque, n'est-ce pas, peut mitiger ce risque lié à la non-connaissance systématique de ce type d'activité. Très bien. Joseph Marie-Lundu, je voudrais qu'on évolue dans le débat pour évoquer un troisième type d'acteurs dans cette cartographie des bénéficiaires. Ce sont, on va dire, les ménages ou les particuliers. 5% en moyenne qui captent réellement les crédits bancaires. Le Cameroun officiellement a un taux de bancarisation d'environ 22%. On le disait tout à l'heure, l'inclusion financière est encore très faible, beaucoup de localités. Mais le constat qui se dégage, c'est que les Camerounais, en général, n'ont pas accès au crédit bancaire. Est-ce la faute aux Camerounais qui ne vont pas vers les banques et se contentent des systèmes, on va dire, traditionnels, des réunions, des tontines, ou alors ce sont les banques qui n'accordent pas, il n'y a pas suffisamment d'éléments de confiance entre la banque et le particulier qui vient. Qu'est-ce qui pose le problème au niveau des ménages, au niveau des particuliers? Vous avez évoqué vous-même déjà de manière assez globale les problèmes, mais la question c'est est-ce qu'ils ont besoin de crédit? Est-ce qu'ils ont besoin de crédit bancaire? Est-ce que c'est une question importante? Est-ce que peut-être que ça ne les intéresse pas? Parce que vous savez que ce que vous appelez informel, la marche très bien. Moi, je connais plein de gens qui placent leur argent dans les tontines. Et en fin d'année, ils prennent l'argent là-bas. Ils s'endettent, mais pas auprès des banques. Parce que pour eux, ça paraît trop compliqué. Et c'est pour cela qu'on a parlé ici de l'indigénisation, de l'africanisation de la banque. Je voudrais d'ailleurs revenir sur la question des PME, ce que vous appelez des start-up. D'abord, c'est quoi les start-up? C'est des trucs à la mode. Est-ce que nous avons vraiment besoin de start-up comme priorité dans nos investissements aujourd'hui? Sauf que c'est la tendance, on va mais on ne peut pas faire l'économie de tendance.
Il faut faire l'économie réelle. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut s'adapter. L'adaptation Non, suppose ce n'est aussi pas ça, faire avec... l'adaptation. L'adaptation, c'est que vous analysez d'abord votre environnement. Nous sommes ces pays-là qui, n'ayant pas réalisé la révolution du néolithique, nous avons la tête au XXIe siècle. Nous n'avons pas les pieds sur terre. Mais nous voulons suivre des choses qui ma foi... Et dans le cas d'espèce, moi je pense, et le banquier, je le prends toujours à témoin, nous avons le secteur du patronat, parce que le capital risque existe. C'est-à-dire nous avons un secteur comme le patronat, et nous avons ce problème que nous n'arrivons pas à créer des synergies. On doit pouvoir mettre par exemple en place des grands moments où on présente l'innovation nationale. Et que l'on rencontre, que l'on fasse en sorte qu'il y ait des B2B, c'est-à-dire que le grand capital national vient à la rencontre des innovateurs. Comme on le voit dans les pays développés, lorsqu'il y a des soutenances, par exemple dans les grandes universités, les grands patrons sont présents. Constituer une véritable garantie auprès des banques. Ouais. Le banquier, moi je prends ça. Le banquier me connaît. Il connaît ma surface et ma puissance. Moi, je prends ce téléphone portable fabriqué par tel. Je voudrais qu'on injecte l'argent dedans. J'apporte des garanties. Voilà une formule, ma foi, qui relève pas seulement de la banque, parce que je vous ai dit dès le départ... Un nom qui est donné à ce type d'opérateurs, ce sont on les appelle les business angels, c'est-à-dire des opérateurs détenteurs de capitaux qui sont prêts à venir, ou détenteurs de garanties, prêts à venir... Oui, c'est-à-dire que comme la banque est frileuse et a raison. Vous avez un jeune homme, il est certainement très doué. Mais on me demande de mettre de l'argent, il n'a pas de visibilité sur son affaire. Si vous me demandez compétences managériales, sur l'équipe qui l'entoure. Rien du tout. Si vous me demandez de mettre un cabinet pour étudier ça, c'est toujours des coûts supplémentaires qui vont s'ajouter au crédit qu'il veut lui apporter. Et maintenant, mon cabinet va prendre combien de temps? Oh, le gars, l'innovation va tellement vite qu'il peut être doublé dans les 2 semaines qui suivent si son affaire n'est pas financée immédiatement. Donc, je pense qu'ici, il y a un déficit de synergie des opérateurs. Et c'est là où j'interpelle souvent le GICAM, qui est très prompt à aller revendiquer les histoires des impôts et tout ça. En disant, portez l'économie, c'est la nouvelle économie. Parce que ce que vous dites là, c'est la nouvelle économie. L'économie du numérique, etc. L'autre chose, et peut-être on va y revenir, quand vous parlez des ménages, quand vous parlez de qui? Moi, je connais par exemple les producteurs de cacao, les producteurs de maïs, de manioc, etc. Ces gens qui sont dans l'arrière-pays, qui font la production réelle. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez, pour voir si vous pouvez financer un gars qui a fabriqué un truc cardio ou bien un drone, il y a un type qui a produit le manioc et qui peut produire encore 2 ou 3 états si vous le soutenez, qui a même ce manioc sur le marché, que le banquier mange à midi. Est-ce que le banquier se demande même comment le type l'a fait? Est-ce qu'il peut le financer? Est-ce qu'il peut faire en sorte que ce monsieur m'apporte du maïs, du manioc en permanence? Voilà la question qui me paraît fondamentale. Et c'est pour ça que j'appelle toujours à l'économie réelle. Ça veut dire que, vous m'avez posé une question à laquelle je vais revenir tout à l'heure, mais je voulais faire un rapide point, un tour dans ce secteur-là, où il y a... Et donc ça crée quoi? Ça crée une grande paresse. Ça crée qu'on ne peut pas, parce que vous savez, la première chose qu'il faut à un peuple, c'est la santé. Et le premier médicament, c'est l'aliment. L'aliment qu'on mange, hein, ce que l'on ingère. Et c'est ça qui permet que vous ayez des vitamines et la force pour devenir des opérateurs sérieux qui peuvent aller produire et faire la croissance. Donc c'est ce il faut qu'on parte de là, de ce basique. Pardon. De sorte que si nous réussissons donc à faire en sorte que la fève de cacao de la coopérative X soit une garantie. C'est-à-dire que vous avez le banquier qui est à ma droite, qui est installé à Yaoundé. L'Ombam et Noubou, l'Ombam produit 70 000 tonnes de cacao. C'est de la devise. La fève de cacao, c'est la devise pure. Et qu'il identifie la possibilité que ce cacao soit immobilisé quelque part et qu'il devienne, à un moment donné, la garantie de ces coopératives. Les coopératives sont structurées par le texte de OHADA. Donc c'est même des sociétés. Il faut donc que nos banquiers
et c'est là où j'ai taquine mon voisin, doivent aller vers ces gens-là. Ils ont, généralement, ils sont bien structurés, ils ont des grands lieux de dépôt, etc. Si le kilogramme de cacao est à 1000 francs, 1000 tonnes, c'est 1 milliard qui sont posés là. Et parfois, ces jeunes gens, ces messieurs-là, ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas d'argent. Ils se font rouler par des gens, des coxeurs, etc. Il y a le banquier à côté qui peut gagner 1% de ce milliard. En investissant, en sécurisant cette production. Il y a un travail, et c'est pour ça que j'ai dit, on peut aussi faire les start-up du cacao. Pourquoi il n'y a que les start-up de numérique et tout? Nous, ce que nous avons, les autres ont l'avantage comparatif du numérique. Nous, on va se battre avec les gens sur un avantage comparatif qui n'est pas le nôtre. On reviendra sur le volet sectoriel, le secteur primaire. Donc, pour les ménages, je crois, vous avez compris, chez nous, il n'y a pas une grande... Bon, déjà, tous les fonctionnaires ont presque un compte bancaire. C'est vrai que de plus en plus, on met l'accent pour qu'ils aient un compte. À ce titre, justement, ce qui concerne l'accès en compte bancaire, le caractère informel de manière globale du travail au Cameroun, ces masses de Camerounais qui se retrouvent sans contrat, qui n'ont pas de compte, qui sont payés, on va dire, à main levée. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème? Le problème est réel parce que l'État comprend ce besoin de formaliser, d'amener le patronat dont vous parlez à formaliser les relations de travail de telle en sorte que ces masses d'employés-là puissent avoir accès à des comptes bancaires et donc, conséquemment, au crédit. Vous savez que le problème du contrat de travail, c'est la capacité de l'entrepreneur à honorer ses engagements vis-à-vis de la personne qu'il recrute. C'est tout le problème. Or, la précarité de ces entreprises, qui n'ont d'entreprise que le nom, et nous gargarisons d'en faire des entreprises. On compte, on dit qu'on c'est combien 14 000. En réalité, si vous rentrez dans un véritable scanner, checking de cette affaire, vous allez peut-être trouver 1000 entreprises. Au sens vraiment... Véritablement établi, véritablement structuré. Voilà, qui peuvent donc justifier d'un chiffre d'affaires suffisant, créer la valeur, et c'est à partir de cette valeur qu'on paye les salaires. Mais si les gens se débrouillent, et ils prennent une fille là, ils la gardent pendant 2 ou 3 jours après, ils la renvoient, ils prennent une autre, ils l'envoient après, vous comprenez que vous êtes vraiment dans un monde qui ne peut pas être structuré, qui ne peut donc pas être un monde de confiance. Vous évoquez le caractère précaire en termes de revenus de ces PME, mais aussi il y en a qui, on va dire, brassent beaucoup d'argent, mais s'épanouissent dans ce caractère informel. Vous avez à côté les opérateurs, ceux qui sont dans le secteur des marchés publics, qui gagnent parfois beaucoup d'argent, mais recrutent temporairement, de manière très informelle. Il y a peut-être nécessité également de réguler. Non, les marchés publics ont un caractère hasardeux. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le problème. Opportuniste. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les marchés. Vous comprenez? C'est ce que je disais tout à l'heure, que si quelqu'un... Lorsqu'on est une entreprise qui gagne en une année centaines de millions, comme ça de manière récurrente sur 5, 6, 7 ans, et qu'après 5, 6, 7 ans qu'on n'ait même pas une secrétaire, ça pose quand même un problème. Moi, je pense que il y a des entreprises sérieuses. Faut pas dire. C'est aussi le cas de nombreuses. Ce tableau peint là est celui de nombreux opérateurs également dans ce secteur. Il y a des entreprises sérieuses. Il y en a qui sont sérieuses. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'au Cameroun, il n'y a que des entreprises. Il y a des entreprises sérieuses. Mais je vous dis que le caractère incertain du marché fait que l'opérateur est frileux. Vous savez, il y a des gens qui ont faim à table. C'est-à-dire, il est à table, mais il pense déjà à la nourriture de demain ou d'après-demain. Parce qu'il n'est pas sûr. Et c'est ce qui fait le problème des marchés publics au Cameroun. Vous avez le côté, quand est-ce qu'on va me payer? Qui est un problème. Qui est un problème réel. Il y en a qui ont des factures auprès de l'État de plusieurs centaines de millions, de dizaines de millions pendant des années. Et bien entendu, tout cela, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a produit?
il a fourni quelques papiers. Mais les entreprises de travail public, par exemple, que moi je connais, sont généralement assez sérieuses. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont du matériel, donc qui ne chôment pas. Parce qu'on a besoin de ces entreprises. Donc quand une entreprise se structure bien, peut-être vous gagnez un premier marché, et vous prenez une option résolue en disant, moi, je vais faire dans les routes. Et parce qu'il veut faire dans les routes, j'achète des engins je fais le marketing nécessaire pour que je sois reconnu comme tel. Ces entreprises-là, la plupart, peuvent trouver du personnel. Mais il y en a aussi, bien entendu, des gens qui font des affaires. Hein, faire des affaires. Donc, ça peut être qu'ils changent des bons de commande avec le gestionnaire de crédit. Ça peut être qu'ils font des trucs fictifs, etc. Ça peut être que, ils font des choses qui ne sont pas toujours très claires. En ce moment-là, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à se faire identifier. Ça, c'est un autre problème. Parce que lorsque vous vous êtes donc assis, les impôts viennent chez vous. Hein, et ces agents-là cherchent à comprendre pourquoi telle dépense est faite, pourquoi telle... Et puis on vous dit, on réintègre ça dans le bénéfice comptable, parce que là, c'était... Vous comprenez, tout cela fait que des gens sont méfiants quand ils ne mènent pas une activité correcte, une activité véritablement visible et que l'on peut quantifier de manière rationnelle. Ismaël Diambo, dans ce déficit de bancarisation, ce déficit d'accès à des comptes et donc au crédit par les particuliers, les ménages au Cameroun, il y a la montée en puissance de ce qu'on appellerait la finance digitale. Aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile, il est plus évident, au lieu de prendre son argent, aller mettre dans un compte d'épargne, de le loger dans son compte Orange Money sans publicité. Oui. Et ces opérateurs montent en puissance. On a déjà l'arrivée au Cameroun, on a constaté des nanocrédits, mais dans d'autres pays, ils se transforment véritablement déjà en banque digitale. Est-ce que ça ne va pas davantage affaiblir le rôle des banques classiques sur ce registre-là? Non, il faut le dire. Hein. Il faut le dire d'entrée que l'objectif, c'est le financement de l'économie. Voilà. Donc, si nous sommes d'accord sur l'objectif, alors on peut utiliser le moyen qu'on veut d'inclusion financière, parce qu'il faut comprendre que le taux de 22% dont vous avez présenté comme étant le taux de bancarisation, est un taux qui aujourd'hui est dépassé parce que justement le taux d'inclusion financière est bien plus grand. Parce que justement il y a cette digitalisation des systèmes et des moyens de paiement qui fait en sorte que tout le monde aujourd'hui a accès à une plateforme de paiement digital. Sauf que la considération, peut-être, ce sont les chiffres de l'association des professionnels des établissements de crédit au Cameroun. Oui. Et cette considération est peut-être biaisée parce que, oui, on a accès à un compte, on va dire, Orange Money, sans publicité. Ouais. Les comptes digitaux. Oui, sauf qu'on n'a pas accès, ça ne nous donne pas automatiquement accès au crédit octroyé par une banque. Non. Parce que c'est cela l'objectif, c'est ça le cœur de notre débat. Non, alors, il faut bien comprendre le volume de Camerounais qui peuvent avoir accès à ces crédits. Nous sommes là à 5% pour l'instant. Oui, nous sommes à 5% parce que justement, il ne s'agit pas des comptes, il s'agit des porte-monnaies. Ce sont des porte-monnaies électroniques. Oui. On les appelle vulgairement les porte-monnaies électroniques. Et les services qui sont en train de migrer vers également des octrois de crédit. Il y a donc justement un ensemble de services qui sont mis en qui essaient, n'est-ce pas, d'amener cette population, cette masse-là, vers les nanocrédits. Alors, mais il faut quand même distinguer strictement que les crédits qui sont octroyés aujourd'hui par ces entreprises de télécommunications doivent être adossés, c'est-à-dire sur un ensemble d'informations. Vous voyez bien que le système d'information de ces entreprises de communication commence à être solide. C'est parce que ce système commence à être solide qu'aujourd'hui, ils peuvent faire confiance à un client et non pas à un autre. Et vous allez bien voir que les montants de crédit qu'ils vont proposer à X seront différents de ceux qu'ils proposeront à Y. Parce que justement, ils se rendent bien compte que voilà, il y a une quantité d'informations dont ils ont besoin. Ceci est bien pour l'économie.
Parce que, justement, il y aura davantage d'injections. Il y aura davantage de crédits et il y aura davantage de transactions qui pourront se faire sur cette plateforme-là. Et on pourra financer l'économie davantage. Donc, l'économie n'a pas à se plaindre, la banque encore moins, parce que tout ceci va rentrer dans notre inclusion financière à nous tous, qui est différente de la bancarisation vers laquelle on veut systématiquement amener l'Afrique, qui n'est pas toujours l'issue à laquelle l'Afrique doit systématiquement aboutir. Très bien. Un message qui vous est adressé, Joseph Marielundu. Il est de Salomon Efembaolé qui nous écrit depuis Essos. Joseph Marielundu, les banques satisfassent-elles les besoins primaires des Africains? Voilà. D'abord, il faut dire que les banques ne se mettent pas en route pour distribuer l'argent. Si vous avez un besoin primaire et que vous remplissez les conditions, c'est quoi un besoin primaire? Il faut comprendre, manger. tout à fait. Qu'est-ce que... Bon, alors, prenons... aujourd'hui, vous avez parlé... Quand on parle du crédit, un crédit téléphone, c'est un crédit, hein? Parce qu'on donne 2000 de crédit, c'est un crédit. On de satisfaire un service, celui de la communication, et puis je paye des intérêts. Tout à fait. C'est vraiment une opération de crédit. Tout à fait. J'ai envie de dire quelque chose, hein, à côté de ce que M. Lundu est en train de dire, justement, j'ai envie de dire quelque chose, que justement les banques, oui, les banques vont satisfaire ou alors se mettre dans cette activité de satisfaction des besoins primaires là, parce que justement, il y a des besoins primaires qui sont fondamentaux pour l'économie, notamment l'accès à l'éducation. Vous allez voir que dans toutes les banques aujourd'hui, il y a un lancement, par exemple, le crédit scolaire. Le crédit scolaire, voilà. Vous allez voir que le crédit scolaire, c'est justement pour satisfaire un besoin primaire. Il y a les crédits automobiles, il y a les crédits à l'alimentation, les crédits à la consommation, il y a les crédits à l'habitation, il y a les crédits à la construction. Il faut déjà être client. Il faut être client. Bien sûr. Il faut être client, bien sûr, parce qu'il faut qu'on ait de l'information. Et qu'on vous connaisse. Il faut qu'il y ait l'information. Il faut qu'on puisse capter l'information. Et le grand problème étant aujourd'hui que très peu de Camerounais sont clients des banques. Nous sommes à peu près le taux est très faible. Oui, et ça, justement, c'est encore un problème. Parce que il serait sage d'avoir un compte bancaire aujourd'hui. Parce que nous sommes tous en train d'aller justement vers une inclusion financière. Alors, vous allez me dire que vous avez un compte, un porte-monnaie électronique et vous n'avez pas de compte bancaire, alors que vous pouvez aujourd'hui appeler de l'argent de votre compte bancaire vers votre compte électronique. Vous pouvez vers votre porte-monnaie électronique. Oui, ou alors payer vos factures avec et faire un ensemble de transactions. Vous voyez que là, dès qu'il y a digitalisation, parce que qui dit davantage de digitalisation dans les transactions, dit davantage de création de la monnaie. Et quand on crée de la monnaie, c'est pour davantage injecter. Et c'est une santé économique pour tous. Et puis, ceux qui demandent, il y a une pratique dans les banques qu'on appelle les découverts. C'est des sortes de crédits que pratiquement tous les fonctionnaires reçoivent. Ils ont une marge qu'on dit, bon, avant que le salaire n'arrive, parce qu'on est sûr que le salaire va arriver. Donc, les banques ne partagent pas l'argent. Personne ne peut... D'ailleurs, ce ne serait pas normal. Elles fermeraient le lendemain. Elles sont là pour effectivement accompagner les gens qui veulent être accompagnés. Et il y a des conditions à remplir. Si vous voulez avoir un crédit, maintenant, comme on l'a dit, nos banques, bon, quelques-unes, hein, notamment celles qu'on appelle les microfinances, certaines que je connais, commencent à s'adapter. Pour vous financer une plantation de tomates, pour vous financer un étang de poissons, sous certaines conditions, un certain nombre de garanties à apporter, etc. Mais jusqu'à une époque récente, ce n'était pas leur vocation. Parce que c'était des banques qui, en fait, servaient d'autres intérêts, qui n'étaient pas forcément des intérêts nationaux, qui étaient des banques qui devaient encourager la vente de véhicules ou des choses comme ça, et qui donc étaient plus proches, n'est-ce pas, de ce type de crédit-là. Je pense que petit à petit, nous allons progressivement, effectivement, vers des banques
qui, effectivement, s'adapte aux besoins des populations. Tout à fait. Parce que si elles veulent vivre, ce sera effectivement le prix à payer. Très bien. L'autre, nous continuons sur ce registre des performances, toujours selon cette note de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'autre réalité des chiffres, Ismaël Djambo, c'est également, on va dire, le déséquilibre dans cette dotation, cet octroi de crédit selon les secteurs, les différents secteurs de l'économie. Le secteur tertiaire s'en sort avec une moyenne à peu près de 65%. Dans cette cagnotte, et le secteur primaire 5,2%. Véritable paradoxe aussi pour un pays comme le Cameroun, qu'on sait, l'agriculture représente à peu près 70% de notre économie. C'est le soubassement de l'économie camerounaise, comme diraient les économistes, le secteur où on a un avantage, on a des comparatifs, mais véritable paradoxe, l'agriculture relevant du secteur primaire, ce n'est pas la priorité des banquiers. Alors dire que ce n'est pas la priorité des banquiers serait faire fausse route. Parce que... Ce sont les chiffres qui parlent, c'est oui, pas moi. oui, les chiffres n'ont pas d'émotion, disait l'un de mes professeurs. Oui, mais il faut bien comprendre que nous sommes dans le secteur tertiaire, nous sommes dans deux secteurs, le secteur tertiaire et le secteur primaire. Alors, en ce qui concerne le secteur primaire, il faut dire que l'agriculture, qui est l'un des maillons essentiels de ce secteur-là, est davantage vivrière, est davantage orientée justement vers la consommation, est davantage orientée vers le petit commerce. Alors, ce n'est pas toujours une agriculture qui est du secteur secondaire, c'est-à-dire une agriculture de la transformation, une agriculture de seconde génération, l'industrialisation, industrialisée, qui permet alors de pouvoir se faire beaucoup de quantité, c'est-à-dire augmentation de quantité produite et par conséquent même de faire de grandes ventes sur des marchés nationaux et même internationaux. Donc, le banquier va s'intéresser à ce secteur-là, oui, mais l'impact que celui-ci aura sur ce secteur ne sera pas fortement perceptible parce que justement, le secteur lui-même en question n'est pas davantage orienté vers la production de grandes masses. Donc ça, c'est en ce qui concerne le secteur d'agriculture. Mais si on prend le secteur tertiaire aujourd'hui, le secteur des services, alors on va se rendre compte que manifestement, pour avoir l'impact réel, il faut aller questionner notamment les secteurs tels que les cabinets d'avocats, tels que l'enseignement, tels que... Alors là, on voit bien qu'il y a quand même un effet qui est perceptible, bien que ce secteur aujourd'hui ne soit pas celui qui porte systématiquement et significativement nos économies, il y a quand même une perception de ces mécanismes de financement dans ce secteur-là. Très bien. Joseph Marie Lundo, l'une des contraintes généralement évoquées, qui, on va dire, est un frein à l'octroi des crédits en direction du secteur agricole, c'est le déficit de garantie en termes de propriété foncière. Bon, ce que je voudrais déjà relever, pourquoi le secteur tertiaire est bénéficiaire? Il y a des grandes productions, à côté de ce que disait Ismaël, il y a quand même de grandes productions, oui. Il y a des mais promoteurs. vous avez dit 5%. Ça reprend 5%, Tandis que le secteur sur tertiaire, les 3 462 milliards. Tandis que le secteur tertiaire est à 65%. Alors, vous savez, le Cameroun importe pour plus de 500 milliards. C'est compréhensible. Et qui sont les gens qui importent? Ce sont tous les complices tapis dans le gouvernement avec leurs amis. Donc, ils ont la possibilité de faire valoir leur signature. Et donc, qui importent le riz, qui importent le poisson, qui importent la viande, qui importent tout. Donc, ils ont l'influence nécessaire et qui, effectivement, reçoivent ces crédits-là. Ce sont des crédits
je vous disais tout à l'heure que bon, c'est... À côté de ce type d'acteurs, également des acteurs, on va dire, étrangers, qui ont un soutien, un appui considérable, des banques multinationales installées dans nos pays, pas seulement le Cameroun, c'est également valable. C'est-à-dire que, ça veut dire que si on veut faire entrer... il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Nous ne faisons pas la langue de bois, parce que ce sont des choses, nous ne sommes pas ici pour rigoler. Tout à fait. L'enjeu est là. Voilà un pays qui est un pays dit agricole, mais qui importe pratiquement tout ce qu'il mange, qui a près de 7 millions de terres arables, qui peut produire tout ce qu'il importe, mais 65% de son crédit au service du commerce et 5% seulement à la production agricole. Il y a un problème. Il y a un réel problème. Et je pense que là, on doit pouvoir questionner le système bancaire à fond sur ses accointances avec le commerce. Pourquoi ne pas financer une plantation de 100 hectares de maïs? C'est 3 mois. 3 mois, 100 hectares de maïs, ça vous fait plus de 400 tonnes. Donc, il me semble qu'il y a là un problème, qui est un problème de concussion. Et qui, ma foi, pose un problème réel à l'évolution de l'économie du pays. C'est ça la réalité. Vos chiffres sont très clairs. Nous importons, et c'est le président de la République lui-même qui avait énoncé le chiffre, pour près de 500 milliards. Vous prenez tout le poisson, vous prenez tout ça, le riz, tout, on importe tout. On importe tout. Le cure-dent, on importe tout. Et on met 65% des crédits là-dedans pour envoyer les devises nationales hors de l'économie du pays. On injecte seulement 5% dans le secteur primaire, qui est bien entendu vu sous cet angle. Il y a quelques plantations, il y a peut-être à Penja un peu de poivre, il y a un peu de cacao dans le sud, un peu de caoutchouc, un peu de bananes et tout ça. Bon. Et puis le reste passe dans des importations massives de brocantes, de voitures d'occasion, de toutes des saletés comme ça qui viennent. Téléphones. Bon. Donc moi je pense que ici, il faut vraiment interroger le système bancaire sur l'orientation. Parce que de toutes les façons, ça ne peut pas profiter à terme, ça ne profite à personne. Ça profite au moins au secteur bancaire, ça profite au moins aux banques. Est-ce qu'il faudrait peut-être convoquer une certaine régulation, cette orientation est à donner peut-être par les pouvoirs publics? Non. Et c'est pour cela que l'autorité monétaire également est interpellée. C'est-à-dire que le système bancaire correspond au système économique ambiant tel qu'il est produit par ceux qui gouvernent. Nous avons vu ici à l'époque, nous avons fait des batailles contre l'importation du poulet. Et nous avons mis la pression sur l'État. Et on a vu les effets sur le secteur avicole. Et on a aussi vu les banquiers suivre et financer les acteurs du secteur avicole. Donc il y a donc, à mon avis, un travail d'équipe, un travail d'équipe nécessaire qui, ma foi, dans un premier temps, relève du système institutionnel et politique et de la volonté des acteurs politiques et gouvernants à donner une orientation pour une économie consolidée, une économie internalisée, une économie de résilience, donc qui peut faire face au choc extérieur. Parce que notre économie est tellement extravertie qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui véritablement face à des chocs extérieurs. Vous voyez la situation dans laquelle nous vivons avec la crise sanitaire. Ismaël voulait réagir. Oui, j'ai envie de réagir pour dire que M. Lunda est en train de faire le procès de la banque en disant que la banque finance le commerce, mais ne finance pas la production locale. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. C'est l'interprétation des chiffres. On ne peut pas faire justement ce procès à la banque là parce que justement la banque finance quoi? La banque finance l'activité. C'est-à-dire, la banque finance le marché. Il faut qu'on questionne le marché.
Alors, si je fais une cartographie du marché de l'activité, on va bien se rendre compte que l'activité qui prend davantage de poids, c'est l'activité commerciale, c'est le commerce, au détriment de la production. Alors, ça veut dire que ce sont les activités à forte connotation commerciale qui sont davantage présentées aux banquiers. Et par conséquent, le banquier, lui, s'oriente davantage vers ces financements-là. Alors, la production, qui, elle, traîne. Pourquoi elle traîne? Parce que, justement, il y a un problème dans la sphère réelle de notre économie. Il faut bien que... Est-ce que ce n'est pas un faux procès, parler des productions qui traînent? Il a parlé tout à l'heure c'était le maïs, Oui. 3 mois. Oui. Non, alors, On va avec la tomate. alors je veux bien qu'on parle de 3 mois de production de maïs. Mais il faut encore que les gens se lancent dans la production du maïs. On voit bien que Ce ne sont pas les acteurs qui manquent. aujourd'hui, non, manifestement, les acteurs manquent. On peut penser que les acteurs ne manquent pas, mais ce n'est pas vrai. Les acteurs du secteur de la production, dans le secteur de la production, manquent réellement. D'ailleurs, on voit bien que cette C'est paroles de production... banquiers contre paroles de promoteurs ou d'agriculteurs qui, eux, sont sur le terrain, disent nous sommes là, mais ce sont les banquiers qui ne nous accompagnent pas. Non, on voit bien que ceux qui sont là et qui essaient de faire le travail en essayant de mettre sur pied quand même un ensemble de structuration, eux, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés, que ce soit par quoi? Dans les GIC, par des microfinances et, in fine, avec les banques. Donc, ceux-là sont accompagnés. Mais ils ne sont pas nombreux. Il faut se le dire clairement, ils ne sont pas nombreux. On va voir quelqu'un qui a 2, 3, 5 hectares de production de cacao, de bananes, de plantains ou quoi que ce soit, mais dont il fait une activité, mais il n'a pas d'entreprise. Exactement comme on disait tout à l'heure. Dans le secteur de la production locale, c'est criard. On fait des activités au quotidien, mais il n'y a pas de petite structuration autour pour pouvoir donner un caractère entrepreneurial à cette activité qui est menée au quotidien. Donc voilà un peu le problème. Et on va toujours chuter sur le problème d'information. Vous allez voir que pour une activité commerciale, c'est-à-dire une activité tertiaire, l'information est facilement captable. On peut davantage capter l'information sur quelqu'un qui achète et revend que sur quelqu'un qui fabrique. Pourquoi? Parce que justement, celui qui fabrique n'a pas structuré. Il n'a pas fait de structuration. Or, celui qui achète et revend, on voit bien ses fournisseurs. On voit, n'est-ce pas, ses clients. Et par rapport à ça, on peut essayer d'avoir une visibilité quant à son activité. Mais moi, je ne vois pas pourquoi. Vous ne voyez pas les producteurs de la laitier qui viennent ici au marché d'une Fundi, au marché, vous ne voyez pas ces relations. Monsieur Sepo, Le problème, le banquier nous a dit c'est l'entreprise. qu'il finance l'activité. Exact. En réalité, je ne sais pas pourquoi il se défend. Parce qu'en réalité, les banques sont commerciales. Tout à fait. Donc c'est normal que reste dans... Mieux encore, on dira, ils financent l'opportunité, l'opportunité, tout de suite rentable. là. Oui. Mais nous disons que effectivement, il y a une faiblesse, c'est que il faut que dans leur portefeuille, à défaut de devenir véritablement des banques de développement ou d'investissement, que dans leur portefeuille, qu'elles ouvrent des lignes de crédit pour le secteur primaire. Parce que lorsque vous regardez des chiffres décadents comme cela, 5% d'un côté, 65% de l'autre, on a des larmes aux yeux. Et on se demande comment nous allons vivre. Parce que nous qui observons ça, nous nous rendons compte que les banques vivent de ce que j'appelle souvent le coussin de sécurité du commerce, qui est tout à fait un coussin tranquille où les gens arrivent, vous financez, dans quelques jours, on vous ramène de l'argent, vous tournez. Nous disons que nous parlons maintenant d'une économie qui doit décoller et qui doit être solide. On ne peut pas avoir une économie solide qui importe massivement tout. Parce que quand vous dites l'activité c'est quoi? C'est simplement pour vous. Vous êtes un peu comme les impôts. Les impôts facturent même la drogue. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'argent entre. Donc pour vous, c'est l'activité. Quelqu'un vous dit, j'importe la friperie. Voilà ce que ça me coûte, voilà comment je vous paye, etc. Vous donnez l'argent. Le prix documentaire, c'est tel jour. Donc, mais ce que nous espérons, c'est que le banquier devienne
un opérateur patriote qui dit, bon, moi j'observe que les cacaoculteurs ont des problèmes. Par exemple, à l'intersaison, ils vivent ce qu'on appelle les périodes de vaches maigres, entre deux récoltes. Ils ont besoin en ce moment-là d'un peu de sous pour faire des activités alternatives, justement, de production de papaye, de tomates, de patates, que vous allez d'ailleurs retrouver sur les marchés. En ce moment, il faudrait que les banques montent l'ingénierie nécessaire qui va permettre qu'ils aillent dans les villages, comme on a vu ailleurs, avec des voitures, des conteneurs, qui sont des petites banques, qui arrivent dans les villages, ouvrent des comptes aux paysans. Là, ils disent, monsieur, je vous ouvre un compte, on vous donne un carnet spécial, carnet paysan. Est-ce que le chef du village est prêt? Oui, le sous-préfet aussi à côté, on nous dit, ce monsieur a 2 hectares. Effectivement, dans notre village, voici comment ça se passe. Le mercredi, il y a 10 femmes qui vont travailler chez lui, 10 femmes vont travailler chez l'autre. Et au bout de 3 mois, on va avoir la patate, on va avoir ceci. Et ici, parce qu'en fin de période, ce monsieur a souvent 1 tonne de cacao. Et cette tonne de cacao va permettre de rembourser la dette. Et votre banque, quand la période de cacao arrive, le même petit bus avec le conteneur arrive pour venir le jour de la vente, parce que les ventes se font vente groupée, n'est-ce pas, dans les villages. Vous venez dès que la coopérative a vendu, elle verse à la banque ce qu'elle devait lui remettre. Il y a cette ingénierie-là et c'est beaucoup d'argent. Vous parlez de 70 000 tonnes de cacao, par exemple, à Lumbam. 70 000 tonnes, c'est pratiquement plus de 70 milliards qui se promènent comme ça et qui sont à capter. Malheureusement, comme les banques vivent au Cameroun d'un grand coussin, les agios, nous nous sommes amusés à faire le décompte il y a quelques années, agio, commission, tout ça. On s'est rendu compte qu'il y a une grande banque à la place qui assurait toutes ces charges fixes à partir simplement de ces différentes locations de comptes là. Donc, et bien entendu, si vous êtes dans un environnement où tout vous est facile comme ça, pourquoi voulez-vous aller prendre des risques avec des paysans, n'est-ce pas, qui, ma foi, peuvent à un moment donné constituer pour vous des risques. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on avance, qu'on aille davantage vers la réflexion pour que l'ensemble de l'économie bénéficie de la présence d'un système bancaire et financier, n'est-ce pas, qui les prenne en compte. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui détenez le sang de l'économie. Et si vous ne pouvez pas injecter suffisamment de sang, si vous le faites par dose homéopathique, en envoyant beaucoup plus d'un côté, dans le cerveau, vous n'envoyez pas au cœur, vous n'envoyez pas suffisamment aux orteils, les gens ne vont pas marcher. Et on va se retrouver avec les opérateurs l'économie économiques. totalement Voilà, en distorsion. voilà, tout à fait. Je vous propose, il nous reste à peu près 7 minutes, qu'on dise un mot sur une banque particulière qui était un projet phare du chef de l'État, la Banque camerounaise des PME. On l'a suivi tout à l'heure en faisant lors de la revue de la presse, la Banque camerounaise des PME qui perd 5 milliards, qui ne cesse de perdre de l'argent. Elle accumule beaucoup de contre-performances, on va dire. Envisager désormais, c'est sa restructuration, son activité va être réorientée peut-être vers le cofinancement. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la Banque camerounaise des PME, censée venir pallier justement à ce déficit d'octroi de crédit aux PME qui, en ce qui concerne les banques commerciales classiques, ne représentent en réalité que 14% de l'ensemble de la cagnotte. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la Banque camerounaise des PME? Bon, alors, je me suis amusé à regarder un article que un groupe d'amis a écrit par rapport à la Banque des PME. Et je me suis rendu compte que dans cet article, il prédisait déjà en 2015 que la Banque des PME sera un moment-né. Que cette banque sera un moment-né. Pourquoi? Parce que justement, cette banque est rentrée dans un marché de financement des PME sans se prémunir d'un ensemble de coussins, comme M. Lumbe aime bien dire, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs qui leur permettra alors d'aller toucher la cible de façon concrète. C'est-à-dire, en d'autres termes, la Banque des PME, certainement, n'a pas bien choisi ses risques.
Parce qu'en termes de choix des risques, en termes d'équilibre entre le couple risque et rentabilité, il faut toujours pouvoir faire des choix optimaux. Donc, il y a eu justement ce problème d'orientation d'abord du risque là, d'une part, et d'autre part, dans ce travail qu'ils ont fait, ils présentent également un problème de forme de financement. C'est-à-dire, on s'attendait que cette banque soit une banque qui vient avec les autres pour faire un financement de premier niveau. C'est-à-dire, la banque des PME rencontre une autre banque et lui octroie des fonds orientés vers le financement systématique des PME. Donc, ces penseurs estiment qu'elle devait venir sur un marché et plutôt jouer le rôle d'octroi de crédit aux institutions déjà implantées qui, elles, collaborent au quotidien avec les PME. Alors, elle devait alors donner ses financements à ces institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit des microfinances, pour qu'elles, alors, injectent pour renflouer leur portefeuille. Pour renflouer leur portefeuille et davantage octroyer le crédit, aux PME. Mais manifestement, elles-mêmes, elles ont voulu entrer sur le marché, entrer sur le terrain comme étant joueurs, et manifestement, depuis 4-5 ans, depuis 5 ans, 6 ans déjà, ce n'est pas chose facile pour eux. Les résultats ne sont pas en résultats ne sont pas. Oui, vous savez que l'histoire nous enseigne qu'il y a une époque où l'État voulait jouer ce rôle. Ça n'a pas marché. Et qu'effectivement, ils ont fait encore la banque des PME, une affaire où les fonctionnaires se sont retrouvés à la tête de la structure. Vous savez, les fonctionnaires ne sont pas formés, avaient une vocation de rentabilité. Et donc, ça fait que, première chose, on peut comprendre aisément que le staff dirigeant soit un staff... Notamment la directrice générale, Madame Agnès... Non, je ne cite pas les noms. Tout le monde sait que le staff a été d'ailleurs frappé par la COBAC. Tout à fait. Et qu'effectivement, il y a comme un laxisme général. Parce qu'effectivement, l'État étant le seul actionnaire, il n'y a même pas de contre-poids. N'est-ce pas? Il y a une personne qui doit signer un décret pour... Or, ce sont des milliards de contribuables qui sont effectivement dilapidés dans cette affaire-là. Et puis maintenant, vous entrez banque des PME, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des très petites entreprises. Vous rentrez dans le financement du commerce et des services, alors que toutes les banques de la place, c'est ce qu'elles font. Et elles ont l'expérience nécessaire. Elles ont plus de ressources aussi. Plus de ressources, vous ne les avez pas. Vous avez une équipe de fonctionnaires, vous êtes nouveau venus, vous êtes institutionnel, vous êtes donc... Vous n'êtes surtout pas banquier de métier. Des métiers, forcément, vous développez une inertie. Et je pense qu'il faut, comme je le dis souvent, changer complètement le modèle. Le logiciel. Ce modèle-là, il faut dégager ces gens-là. Et maintenant, si on veut continuer à y aller, on injecte de nouveaux actionnaires et on fait un casting pour ces jeunes directeurs généraux de métier. On peut réorienter, comme le banquier disait tout à l'heure, en fait une institution en fait qui est comme un fonds. C'est l'option qui est envisagée, qu'elle soit désormais une institution de cofinancement. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu tard, mais on a déjà perdu beaucoup de milliards. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse des audits aussi et qu'on nous dise effectivement ce qui a été fait pour qu'on nous explique pourquoi tous ces milliards sont partis en fumée. On va terminer en 2 minutes. Une question pour conclure chacun d'entre vous. La première vous est destinée, elle vient de M. Mamadou qui nous écrit depuis Douala. Il dit le taux d'intérêt est très élevé au Cameroun. Il pense qu'il faut revoir le taux. Quelle est la solution? À vous le banquier, en 1 minute. Pour avoir la solution par rapport au taux d'intérêt, il faut d'abord comprendre que la collecte également de l'épargne n'est pas sans coût. Donc, et de plus, un ensemble de mécanismes réglementaires impose que nous allons que le marché bancaire aille jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est le moins que la banque peut faire pour le moment. Bien sûr, au fil du temps, on voit bien qu'il y a quand même une réduction des taux d'intérêt.
Voilà, et ça va grandissant comme ça au fur et à mesure que la structure financière pourra davantage donner d'informations crédibles pour que le banquier puisse faire confiance. Joseph-Marie Londo, la dernière question, elle est pour vous. Le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine sera opérationnelle. Les banques camerounaises, par extension les banques africaines, seront-elles au rendez-vous dans l'accompagnement des entreprises, notamment des PME, pour relever le défi de l'intégration au niveau du commerce intra-africain? Oui, mais si les banques... Au vu de ces chiffres, au vu de ces réalités. Si les banques réorientent leur modèle vers plus de production et moins de commerce, je pense que on peut espérer que le modèle, comment vous appelez ça, l'avènement de la zone de libre-échange, aura des chances que l'on appelle d'ailleurs de tout nouveau depuis des années et qui doit être là. Destiné à booster le commerce intra-africain de 15%. Je pense que les banques n'ont pas de choix. C'est l'instrument de sauvegarde des économies africaines. C'est l'instrument d'indépendance des économies africaines qui est en train d'être construit là. Et il va falloir que nos banques, parce que nous avons l'avantage d'avoir maintenant des banques qui ne sont plus seulement celles que nous avons apostrophées tout à l'heure. Nous avons également des banques qui sont des banques africaines. Et que celles-ci... Panafricaines pour certaines. Panafricaines, j'imagine qu'elles sont conscientes des nouveaux enjeux, des enjeux du futur, qui sont les enjeux d'une Afrique produisant, d'une Afrique, n'est-ce pas, ayant harmonisé son commerce à l'intérieur, parce que c'est quand même plus d'1 milliard d'habitants, n'est-ce pas? Cela représente un marché important. Et qu'effectivement, on aura besoin de ces appuis-là pour que ce marché soit effectivement florissant et qu'il soit alimenté, n'est-ce pas, par des industries africaines qui ne pourront trouver leur financement de manière optimale qu'à partir des institutions de financement de nos pays. On aura besoin des banques pour que le marché camerounais africain soit florissant. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, cher monsieur. Merci Ismaël Djambo pour votre expertise. Vous avez été surtout là aussi en qualité de banquier au quotidien, vous qui connaissez le métier. Merci à vous, Joseph-Marie Londo, pour votre présence permanente. Merci pour votre regard. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à l'équipe de production qui nous a accompagnés. Nassi Sondo a assuré la régie studio. Jacques Bitier-Bia a assuré la réalisation de cette émission et Landry Tia la diffusion. Grand merci au président directeur général Dieudonné Vin. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme d'Info TV. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.